Merci de nous suivre dès partout pour analyser, pour commenter l'essentiel de l'actualité de la semaine à travers la page rétrospective sur votre chaîne Les Reflets de Kinshasa. Nous disons toujours Kin 24 Télévision. Merci une fois de plus pour la confiance et surtout pour l'accompagnement. Nous recevons aujourd'hui sur ces plateaux une figure que vous connaissez mieux, que vous connaissez tous, à la personne de M. Corneille Mulumba, membre cofondateur du parti présidentiel aujourd'hui, que nous appelons communément les pionniers de l'UDPS, à qui nous disons bienvenue sur le plateau de Kin 24 pour la énième fois. Merci, M. Ali, de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec vous. En tout cas, c'est un plaisir, mais aussi un honneur pour nous recevoir les cofondateurs de l'UDPS. Mais laissez-moi d'entrée des jeux poser cette question de curiosité. Vous, cofondateurs de l'UDPS, vous êtes aujourd'hui plus ou moins à combien? Vous qui êtes encore vivants, ça c'est de un, mais qui sont encore actifs dans le parti présidentiel au pouvoir? Mais avant que je puisse répondre à cette question, il y a un petit correctif que je dois absolument faire. Oui. Vous dites de l'UDPS et vous précisez parti présidentiel. Actuellement? Je ne sais pas en quoi l'UDPS est un parti présidentiel. Mais c'est l'UDPS qui est au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Monsieur Félix Tshisekedi est président de la République. Ne confondons pas les choses. L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS est un parti politique qui a une idéologie, qui a une vision, qui a un programme, qui a des valeurs. Si l'UDPS était au pouvoir, jamais vous aurez entendu tous les scandales de 15 millions par ici, 20 millions par là, 30 millions par ici, de tourner ainsi de suite. Parce que nous sommes sacrifiés, nous avons créé cette affaire pour que les choses changent par rapport à la gestion antérieure. Alors, l'UDPS ne peut pas arriver au pouvoir et vous entendez que l'UDPS a détourné, a pris 30 millions par ici, 15 millions par là. C'est tout à fait autre chose. Et l'UDPS ne peut pas être au pouvoir. Et là où nous prêchons l'état de droit et que nous vivons constamment des violations de l'état de droit. Alors, en quoi est-ce que l'UDPS est au pouvoir? Nous ne nous reconnaissons pas dans ce qu'il fait et l'UDPS n'est pas au pouvoir. Le jour où l'UDPS sera au pouvoir, vous sentirez la différence. De quel UDPS faites-vous allusion, M. Corneille Mulumba, l'un des membres cofondateurs de l'UDPS? Il ne peut pas y avoir 2, 3, 4 ou 5 UDPS. Ce que nous vivons, c'est une sorte d'escroquerie politique. Excusez-moi d'utiliser ce mot fort. Un parti politique, je viens de dire, c'est une idéologie. De ces 4 ou 5 UDPS dont vous parlez, donnez-moi leur logo, donnez-moi leur idéologie, donnez-moi leur programme, donnez-moi leur projet de société. Il n'y en a pas. Alors, chacun ne peut pas venir comme ça et dire que moi j'ai mon UDPS, celui-là son UDPS, celui-là son UDPS. C'est l'escroquerie politique. C'est une tendance à voler, à s'attribuer les sacrifices des autres. Parce que la plupart de ceux qui dirigent ces différentes UDPS là-bas que vous voyez n'ont pas lutté, n'ont pas sué, n'ont pas souffert pour le parti. Et donc nous qui avons souffert pour le parti, nous savons que nous sommes sacrifiés pour l'UDPS, point. Et pour nous, il n'y a pas UDPS et UDPS là. Je vais revenir sur ma question, je vous en prie, posée dès l'entame de cette émission, mais je reviens encore sur cet échange. Oui, je vous en prie. Aujourd'hui, qui a hérité les combats des Sphinx délimités? Le combat, ce n'est pas le combat des Sphinx délimités. Le combat de l'UDPS, c'est le combat des fondateurs de l'UDPS qui ont créé le parti. Les fondateurs de l'UDPS, l'UDPS a commencé, j'ai fait le lien avec la question, et nous sommes partis d'une lettre ouverte écrite par 13 parlementaires, oui, qui ont été arrêtés à cause de leur lettre ouverte à Mobutu. Et les 13 parlementaires, quand on les a libérés, se sont associés à eux d'autres patriotes, de Kibasa, les Birindois, qui n'étaient pas eu des députés pour créer l'UDPS, plus ou moins 39 fondateurs. Et 39 fondateurs, nous appelons fondateurs ceux qui ont signé la lettre portant création du parti, lettre adressée à Mobutu à l'époque. Maintenant, il fallait donner corps à ce qui n'était qu'une idée. Et ceux qui ont contribué à donner corps à cette idée, projet de société, statut, logo, tout ce que vous voulez, on les appelle les cofondateurs de l'UDPS, dont je fais partie. Et aujourd'hui, vous êtes plus ou moins combien?
Écoutez, les cofondateurs de l'UDPS, on en trouvé aux quatre coins du pays, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas connaître tout le monde, les connaître tous d'abord du fait de l'étendue du pays, parce qu'il y en avait ici, il y en avait dans la diaspora aussi. Et nous appelons pionniers tous ceux qui ont lutté avant le 24 avril 90, c'est-à-dire avant la reconnaissance officielle du parti. Ceux qui ont œuvré à côté. Donc, pendant la transition, Étienne Tshisekedi s'est démarqué par son courage, par son... Mais il n'est pas le fondateur de l'UDPS. Donc, quelque part, c'est un peu injuste. Quel est le problème pour moi en tant que membre de pionnier de l'UDPS? Pour moi, je considère que c'est injuste de laisser, comme pour quantité négligeable, des gens qui ont payé dans leur chair pour que l'UDPS soit. Je vous assure qu'ils ont payé lourdement, ils ont souffert, on a torturé, on a frappé, on a privé leur de biens, on a tout fait. Ces gens-là, moi je leur rends hommage. Donc je les reconnais, je m'incline devant leur sacrifice, leur mémoire, leur sacrifice. Donc si je ne parle que de Tshisekedi, pour moi ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes dans un groupe, oui, c'est vrai, chacun son tempérament, son caractère, Tshisekedi est un téméraire, et donc il s'est fait remarquer. Mais les autres ne sont pas méritants, ils n'ont pas pris moins de risques pour leur vie, pour les leurs. On ne les dit pas, mais dans toute équipe, il y a toujours un capitaine. Oui, mais attention, mais c'est ça le problème. C'est comme ça qu'on a créé la confusion. On part, et Tshisekedi se met de côté, se retire, crée son UDPS en quelque chose, n'est-ce pas? Et alors, donc par opposition, ceux qui avaient intérêt à diviser l'UDPS pour l'affaiblir appellent l'autre l'UDPS Kibasa. Mais Kibasa Madiba n'a jamais créé l'UDPS à lui. Là où se trouve le siège de l'UDPS Kibasa, c'est là où se trouve le siège historique de l'UDPS, où a toujours été le siège de l'UDPS. Donc, par honnêteté, ne disons pas qui va ça créer son UDPS, non, c'est pas vrai. Donc, je veux dire que maintenant, ce qui est vrai, c'est que Étienne Tshisekedi, de par son tempérament, est devenu très populaire. La population avait besoin de changements et il a donné cette impulsion-là, cet espoir-là, qu'effectivement, président, les choses vont changer et tout ça. Et effectivement, le peuple lui fait confiance. Il est devenu très très populaire, c'est pas l'homme le plus populaire du pays. Ça, c'est une chose. Donc pour nous, c'est avant tout simplement un compagnon de lutte, n'est-ce pas? Et que pour nous aussi, l'UDPS, c'est d'abord une idée. Si l'UDPS sont des valeurs, l'UDPS c'est un projet de société. Donc nous attachons plus d'importance au projet de société, aux valeurs qu'aux individus. Merci beaucoup, M. Corneille Moulumba. C'est vous l'invité de cette page rétrospective qui commence avec cette sélection du vendredi. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement,
j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Un appel à la mobilisation générale, un appel pour mettre de côté les divergences politiques au profit de la paix, au profit de la sécurité. Comment avez-vous reçu ces messages, au mieux cet appel du chef de l'État? Sincèrement, je m'attendais à autre chose quand on a annoncé que le président de la République allait parler. La situation qui se passe à l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Donc, en accédant à la magistrature suprême, on connaît ça, n'est-ce pas? Donc, venant de l'opposition, au lieu d'être distrait, il fallait y réfléchir, n'est-ce pas? Avoir des propositions. Et nous en avons. Et nous en avions pour que les choses changent dans le pays. Mais le président de la République est entré en fonction. Contrairement aux premières décisions importantes qu'il fallait prendre, je me dis, notamment le fait que nous devions concentrer notre action sur l'armée, sur la mobilisation, sur le recrutement, sur la formation, sur l'entraînement, le centre de formation de commandos de Kotakoli, les formations de para, l'achat des armes, parce que nous savions que notre pays est en danger. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Contrairement à cela, on a commencé à marcher de bras dessus bras dessous avec Kagame, un homme que l'on sait être un agent formé par les Américains. Et quand on sait que les Américains sont derrière le Rwanda, sont derrière l'Ouganda, sont base logistique en Ouganda, derrière la MONUSCO, ainsi de suite, on réagit comme si on venait de découvrir qu'aujourd'hui, voilà, on nous agresse. C'est pas vrai. Nous le savions et si nous venons accéder au pouvoir, c'est pour apporter des solutions. C'est que nous avons réfléchi à des solutions. Alors, ce discours, je veux dire, il n'est pas mobilisateur. Oui, il a lancé l'appel à la mobilisation. Mais on n'a pas fait le centième de ce qu'on devait faire. Je me dis ceci. Qu'est-ce qui devait être fait? Par exemple, nous avons une armée de 140-150 000 soldats pour le moment. Prendre 30 000 militaires et les envoyer à l'Est. Commençons par là. La sécurité, ce n'est pas seulement l'Est. Le pays est vaste. Le pays est vaste. Chaque coin du pays a besoin. Le pays est vaste. Il n'y a pas de guerre au centre, il n'y a pas de guerre à l'ouest. À l'ouest, il n'y a pas de guerre au nord, il n'y a pas de guerre au sud. Donc, puisqu'il y a un problème là-bas, on concentre des troupes là. Ça ne peut pas dire qu'on a dégarni tout le reste. 30 000 sur 150 000, c'est pas beaucoup. Et puis, surtout, entre-temps, on accélère la formation de commandos parce que si ce sont des groupes armés, les groupes armés, on ne les combat pas avec des chars. N'est-ce pas? Il faut des commandos qui peuvent aller entrer dans la forêt, pénétrer tout ça. Il faut des hélicoptères, il faut des parachutistes. Bunagana est pris depuis 4 mois. Mais Bunagana, qu'est-ce qui nous empêchait
Par exemple, même s'il fallait louer des hélicoptères pour déployer dans les coins autour de Bunagana là-bas des militaires pour encercler ces gens. Mais tout ne commence pas par un bâton magique, tout ne change pas par un bâton magique. Oui. Le chef de l'État a sa stratégie, il a commencé par des négociations, il a commencé par tenter de convaincre son homologue rwandais, mais quand les choses n'ont pas marché, il s'est rendu compte que le partenaire... Alors vous assumez, parce que le partenaire on le connaît, Museveni on le connaît, Kagame on le connaît. Kagame était chef de renseignement de Museveni. Kagame travaillait dans l'armée ougandaise, le chef de renseignement là-bas. Les Kaberebe, le même moment. La MONUSCO, sa base logistique est en Ouganda, pas à Kinshasa, pas en RDC. Nous savons tout ça. Et vous vous dites d'abord, voilà, moi je vais d'abord être gentil, il va venir, il est gentil. Mais qu'est-ce qu'il est gentil? Parce que vous connaissez bien qu'est-ce qu'ils veulent. Vous savez où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent venir. Vous le savez qu'ils veulent récupérer cette partie du pays. Alors, on déploie là-bas tous les moyens nécessaires pour qu'effectivement, éclater ça. On peut parler, mais entre-temps, on a moins sécurisé. Or, on n'a pas sécurisé la partie est du pays. On ne l'a pas fait. Alors, on a décrété l'état de siège, me direz-vous. Mais je pose la question. Les généraux qu'on a nommés là-bas, combien de fois les avez vus recruter des jeunes et les former pour se battre? Il s'occupe de la politique nationale. Il s'occupe de routes et de recettes. On n'attend pas d'eux qui s'occupent des recettes et des routes. On ne sait pas ça qu'on attend d'eux. Si on est l'état de siège, la preuve c'est qu'on doit renouveler chaque mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour un court moment. Pendant ce court moment, vous le mettez à profit, vous formez des milliers, des dizaines de milliers de jeunes pour se battre, pour défendre. Vous ne faites pas ça. C'est quoi, selon les pionniers de l'UDPS, c'est quoi la recette qu'il faut utiliser et faire face à cette situation de l'Est du pays? Je constate qu'en Ouganda, le dirigeant, il est militaire, un maquisard. Au Rwanda, pareil. En Angola, pareil. Donc en RDC, il faut aussi un militaire. Mais nous avons eu un militaire qui n'a pas donné les résultats escomptés. Je commence par dire ceci. Commençons par nommer un premier ministre militaire. Selon vous? Commençons par là. Puisque en face, vous avez des loups, n'est-ce pas, qui ont été formés, qui ont un esprit militaire, qui ont un esprit de maquisard. Vous ne pouvez pas mettre face à eux un agneau. Vous ne pouvez pas mettre face à eux un agneau, c'est pas possible. Il faut donc, commençons par mettre ça. Ensuite, nommons un général en fonction, ministre de la Défense, un autre ministre de l'Intérieur. Deuxièmement, faisons venir des versions vers l'Est dans cette partie du territoire, elle n'est pas très grande, au moins 30 000 soldats congolais. Quatrièmement, nous avons des minerais. Troquons nos minerais contre des armes. On n'a pas dit qu'on doit payer cash, on peut parler avec des pays qui sont fabriqués des armes et équipons-nous en armement. Et ça, on n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Merci beaucoup, M. Corneille Mulumba. Espérons que la voix de ces pionniers, de l'un des pionniers de l'UDP sera entendue parce que la situation est vraiment dramatique, la situation est préoccupante. Mais hélas, faisons avec, mobilisons-nous, bien que la mobilisation ne soit pas... S'il vous plaît. La situation est beaucoup plus grave qu'on le pense. Je veux dire ceci. Vous êtes conscient qu'ici, à Maluku, côté Brazzaville, 120 km² ont été cédés aux autorités rwandaises. On va en parler. Très bien. Suivons cette deuxième sélection. De prime abord, le Bureau exécutif national adresse son soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la lutte héroïque qu'elles mènent pour défendre et protéger notre pays, l'héritage reçu de nos aïeux. Le Bureau exécutif national du SINAMED reste solidaire avec les populations très meurtries de l'Est de notre pays, victimes des atrocités d'une guerre injuste et récurrente imposée à notre beau pays par les ennemis de la paix, en l'occurrence le Rwanda, sous les paravents du M23. Les travaux de l'atelier de Bibois 2 ont été suspendus suite à l'empêchement pour mission à l'étranger
de leurs excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que celui des Finances. À quand donc la signature d'un accord entre le banc gouvernemental et le banc syndical des médecins? À la suspension des travaux de l'atelier de Bibois 2 par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, il était entendu qu'il fallait attendre le retour des ministres en mission pour signer un accord entre les deux parties ayant négocié. Depuis le 22 octobre 2022, leurs excellences, messieurs les ministres, sont déjà de retour, mais aucun signal n'est perçu du côté du banc gouvernemental, même pas un appel de pied. Depuis lors, la grève poursuit son bonhomme de chemin, totalisant presque jour pour jour 4 mois, soit plus de 120 jours de conflit de travail entre le gouvernement de la République et les médecins, membres du SINAMED, ASBEL particulièrement. Bonne nouvelle pour les étudiants des universités et instituts publics. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a décidé de suspendre sa grève décrétée depuis le 29 septembre dernier. Parmi les raisons de cette suspension, il y a le respect de quelques-unes de leurs recommandations et la solidarité à l'exécutif central et la population de l'Est touchée par la guerre imposée par le Rwanda à travers le M23. Nous avons constaté qu'il y a eu quelques avancées positives. Dans le sens où le gouvernement a quand même acheté un petit lot de véhicules. La promis pour la firme de recherche, nous allons en discuter encore. Et puis, actuellement, vous savez, il y a la guerre à l'Est, nous devons être solidaires avec notre armée, avec le gouvernement, pour faire face à cette guerre qui nous a été imposée à l'Est. Dans ce cas-là, nous avons jugé bon ne pas rester à l'écart, de ne pas être solidaires avec nos frères et sœurs. C'est que nous avons suspendu, non levé, nous avons suspendu la grève. Comme nous avons pour parler comme ça avec le gouvernement, nous avons dit au gouvernement en principe qu'il faut libérer tous les véhicules jusqu'au 31 décembre. Nous allons voir ensemble revenir sur le calendrier de livraison de véhicules. Il a quand même présenté une bonne fois, je ne vois pas que le gouvernement va encore reculer. Ce réseau de professeurs d'université souligne qu'il reste en pourparlers avec le gouvernement et appelle ce dernier au respect des engagements pris. Dans le cas contraire, le RAPUCO décrétera une nouvelle grève et c'est là, au grand désarroi des étudiants des universités et instituts supérieurs publics. Acteur politique, M. Corneille Moulomba, vous avez suivi ces tableaux contradictoires. Il y a des malades qui doivent encore souffrir, qui doivent encore accepter d'être sur le lit des hôpitaux sans médecin, mais il y a des étudiants qui peuvent pousser un ouf de soulagement, allais-je dire, avec la suspension de la grève de professeurs des universités en RDC. Comment analysez-vous ces tableaux contradictoires entre ces deux structures syndicales? Le pays est en train de brûler. Alors on attend une seule chose des syndicats: descendre dans la rue. La solidarité avec ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une simple déclaration. Ce n'est pas faisant une déclaration dire que nous sommes solidaires, non. On veut voir dans les rues de Kinshasa 10 millions de Congolais, on ne fait qu'1 million de Congolais, les syndicalistes, les étudiants, les mouvements associatifs, les partis politiques. C'est comme ça qu'on manifeste la solidarité avec ceux qui sont francs, avec nos militaires, avec la population. Ce n'est pas de simple déclaration. Là, on a fait une déclaration, on rentre chez soi, on va dormir, oui, on va prendre une bière. C'est pas ça. Mais on lève quand même une grève, on suspend la grève pour soutenir la population de l'Est. Comment on le fait? Moi, je ne vois pas le lien. Vous suspendez la grève pour soutenir. Très bien. Si vous suspendez la grève pour marcher, alors je vous soutiens. Mais si c'est pour soutenir et vous rentrez chez vous tranquillement dormir, ça ne représente rien. C'est rien du tout ça.
En tout cas, la suspension de la grève pour M. Corneille Mulumba ne représente rien. Pourtant, les professeurs se sont dit, bon, solidaires, les étudiants. Oui. Poursuivons notre page rétrospective avec cette sélection du mercredi. « 49 journalistes menacés, 34 arrêtés ou en prison, 18 agressés, 17 radios fermées ou émissions interdites, 3 journalistes interpellés, 2 journalistes enlevés et 1 journaliste tué ou assassiné. C'est en tout cas l'essentiel de ce rapport présenté par Journalistes en danger à l'occasion de la Journée mondiale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes pour l'année 2022. 4 ans après l'avènement du nouveau régime, la situation de la liberté de la presse ne s'est toujours pas améliorée. Chivis Chivouadi, secrétaire général de GED, invite le gouvernement à respecter ses engagements. Le gouvernement a la responsabilité d'assurer la protection des journalistes, de mener des enquêtes chaque fois qu'il y a des cas d'assassinat des journalistes ou des violences et de pouvoir poursuivre effectivement les responsables de ces atteintes. Le gouvernement, de son côté, dit avoir fourni des efforts dans le sens d'améliorer la situation des journalistes, insiste le ministre Mouyaya, qui évoque d'ailleurs la loi en cours d'élaboration quant à ce au niveau de l'Assemblée nationale. Globalement, la situation de médias est en évolution. Il faut vous souvenir qu'en début d'année, nous avons eu les états généraux de la communication et des médias. La recommandation principale était l'élaboration d'une nouvelle loi. La loi a été élaborée, elle a été envoyée au Parlement pour commencer les débats. Et bien évidemment, il y a malheureusement encore des cas qui touchent à certains journalistes. Ici, mais principalement à l'Est, dans les provinces où il y a des problèmes de sécurité. Cette journée du 2 novembre à Kinshasa a été consacrée aux échanges avec notamment le professeur Ikambo Delifasik, le président de l'UNPC Kinshasa Jean-Marie Kassamba et les aînés de la profession sur comment faire pour améliorer sensiblement l'exercice des professionnels des médias en RDC. Monsieur Corneille Mulumba, vous êtes un acteur politique, vous êtes régulier sur le média, mais vous avez suivi l'évaluation de 4 ans du pouvoir de Félix Tshisekedi. Apparemment, selon GED, il y a eu régression au lieu d'évoluer. Pourtant, c'est le régime qui vient de l'opposition. Je vous ai dit que l'UDPS n'était pas au pouvoir. La preuve. L'UDPS s'est battu pour que nous puissions avoir la liberté de presse. C'est le combat de l'UDPS qui a permis que nous ayons toute cette télévision, toute cette presse libre. On s'est battu, on a payé de notre chair, on a payé de notre sang pour qu'il y ait la liberté. Alors, si l'UDPS était au pouvoir, il ne peut pas y avoir un seul journaliste arrêté, tué, parce qu'il s'est exprimé dans le cadre de son travail. Ça, on le dit toujours, mais la pratique, c'est toujours autre chose. La différence avec tous les autres, c'est quoi? C'est que nous avons payé pour ça. Une chose de faire une déclaration sur papier, une autre de franchir le pas. Mais c'est UDPS là doit être retrouvé d'accepter. Comment retrouver ces UDPS là qui selon vous n'existent pas? Quand nous avions fait tout ça, cette affaire, nous n'avions aucun moyen. Nous n'avions aucun moyen. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des ministres qui se disent de l'UDPS, des députés qui se disent de l'UDPS, le président de l'UDPS. Donc, ils ont les moyens. Qui disponibilisent. Vous refusez même d'accepter les fils des Sphinx comme héritiers de l'UDPS? Non, il est de l'UDPS, il est même pour de l'UDPS. Mais quand vous dites que l'UDPS n'est pas au pouvoir, c'est quoi le message? Mais non. C'est là que vous faites la confusion. Vous croyez que nous sommes sous l'impair ou l'impair parti-État, ou le président de la République non, c'est pas vrai. Il est le président de la République, président de tous les Congolais, et grâce à notre combat, il y a beaucoup de partis politiques, ils travaillent... Qui ont vu les jours. S'il vous plaît, qui ont vu le jour, et que donc, il vous dit que il applique sa vision. Il a répété à plus d'une fois. Ma vision. Mais alors, sa vision peut être différente de la mienne. N'est-ce pas? Peut être différente de celle de l'UDPS, du combat de l'UDPS. L'UDPS, c'est un combat, ne confondons pas l'UDPS et des individus. Et donc,
dans les valeurs de l'UDPS, nous sommes battus pour la démocratie, pour qu'il y ait ces partis politiques, pour qu'il y ait ces journalistes qui s'expriment, parce que c'est une nécessité dans une démocratie. Alors, on ne va pas les prendre et les mettre en prison. Ça, on n'a pas le droit de faire. Et donc, moi, je dis que il faut coûte que coûte se battre pour que, effectivement, ce combat de l'UDPS triomphe. Si, dans une première phase, nous avons triomphé parce qu'il y a des partis politiques, il y a des syndicats, il y a des journalistes, la presse et tout ça. Maintenant, dans le quotidien des Congolais, il faut qu'on vive cette démocratie, qu'on vive cet état de droit-là. Merci beaucoup. Clôturons cette page rétrospective de la semaine avec cette sélection du mardi 1er novembre. Le projet de loi des finances exercice 2023 est envoyé à la commission ECOFIN et contrôle budgétaire après le vote des élus nationaux ce mardi au Palais du Peuple. Un délai de 15 jours a été accordé à cette commission afin de présenter son rapport à la plénière. Le député national Passy Zapamba s'est dit satisfait des réponses du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et attend voir ce budget rencontrer les besoins de la population congolaise. Les réponses telles qu'elles sont articulées, elles ont approché nos préoccupations. Mais le plus important, c'est de rencontrer les préoccupations de la population. La population veut boire, elle veut manger. Elle veut envoyer les enfants à l'école. Elle veut le soin de santé, sans oublier les routes. Et quand on rencontre ces préoccupations dans l'exécution du budget, pour le moment, comme c'est un travail intellectuel, il a fourni des réponses. Nous ne pouvons pas bloquer la République. Et surtout que nous traversons une très mauvaise période où l'Est du pays est envahi par le Rwandais. Et donc, nous ne pouvons que faire passer le budget pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Devant les élus du peuple, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a promis de mettre tout en œuvre pour la mobilisation des fonds et l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Le projet de loi des finances exercice 2023 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022. C'est désormais officiel, Vincent Karega va quitter Kinshasa, la capitale, après une décision prise lors du Conseil supérieur de la défense présidé le week-end dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce lundi, le diplomate rwandais vient d'être notifié par Christophe Lutundola, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il a donc 48 heures pour quitter la RDC. Pour les patrons de la diplomatie congolaise, c'est clair que son pays, le Rwanda, apporte un appui militaire aux terroristes du mouvement M23 qui s'attaquent aux civils et aux forces armées de la RDC. Parallèlement à cette notification, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a réitéré à travers un communiqué l'instruction donnée en son temps au nouvel ambassadeur de la RDC près la République du Rwanda de surseoir à la présentation de ses lettres de créance aux autorités rwandaises jusqu'à nouvel ordre et a par la même occasion rappelé en consultation à Kinshasa le chargé d'affaires à l'intérim de la RDC. À Kigali. Bien auparavant, Christophe Lutundola a reçu dans son cabinet Stéphanie Milei, chargée d'affaires de l'ambassade des USA en RDC. Elle a donné la position de son pays qui condamne le soutien du Rwanda au M23. Elle a rappelé la déclaration faite par leur ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies demandant au Rwanda de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et de cesser tout soutien au mouvement terroriste de M23. Il existe déjà une coopération militaire entre la RDC et les États-Unis. Et nous continuerons cette coopération pour s'assurer que nous soutenons le peuple de la RDC au cours des problèmes qu'ils affrontent aujourd'hui. J'étais ici pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour parler de toutes les issues, de tous les dossiers pour lesquels nous travaillons en concert. Ça inclut la déclaration qui a été faite hier au Conseil national de sécurité des Nations Unies qui a inclus cette déclaration que le respect
de l'intégralité territoriale de la nation est absolument très importante et nécessaire. Vous avez certainement corrigé avec moi, pour ne pas dire avec nous, qu'il s'agissait là des sélections du lundi et vendredi avec lesquelles nous bouclons cette page rétrospective. Parlons de cette première sélection du mardi 1er novembre. Le budget est adopté à l'Assemblée nationale avec une enveloppe de plus de 14 milliards de dollars américains. Une prouesse à saluer, M. Corneille Mulumba. Une première. Mais je ne vais pas saluer. Parce que vous refusez des voix. Écoutez, comment voulez-vous qu'un pays comme la RDC puisse vivre avec 14 milliards de dollars? Nous sommes la RDC. Nous n'avons pas commencé là. Nous sommes un géant. Nous marchons sur le cobalt, sur le cuivre, sur l'or, sur le lithium, sur le coltan, sur le diamant. Écoutez, il faut aller progressivement. Si nous voulons sortir notre pays de cette situation, nous devons sortir de ce budget. Nous avons commencé avec 4 milliards, 6 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards, à plus de 14 milliards avec... Je voudrais vous rappeler que le dernier budget du gouvernement Kengo, le budget était de 350 millions de dollars. Et je pense pas qu'on vivait moins bien qu'aujourd'hui. Donc, d'abord, nous ne maîtrisons pas les chiffres. Circuler à Kinshasa, à tous vous allez manger des ngoules mayo et des poulets mayo. Excusez-moi, si on vous pose la question, quelle est la production congolaise de tabac? Elle est de combien? Quelle est la production congolaise de porc? Il y a combien? Quelle est la production congolaise de poulet? Il y a combien? Alors, les chiffres qu'on avance là, on avance sur base de quoi? On ne sait même pas combien de Congolais il y a, ni dans la capitale, ni dans le pays. On aurait dû commencer par là. Un pouvoir de l'UDPS doit pouvoir commencer par doter le gouvernement des instruments pour de mesures. Combien de Congolais nous sommes? Quels sont l'Institut de statistiques doit faire un travail? Combien nous avons? Qu'est-ce que nous produisons et où? Quelle est notre production de maïs? Quelle est notre production de manioc? Quelle est notre production de... Si on n'a pas ces chiffres-là, on avance de 14. On peut se dire 40 millions, 40 milliards, hein, ça reste en l'air. Ça c'est un. Deux, je pense sincèrement que nous devons trouver des ressources extra-budgétaires. Nous devons faire preuve d'intelligence pour savoir, avec nos cuivres, nos lithium, toutes ces histoires que nous avons, et nos ressources minérales et naturelles en général, comment nous pouvons trouver des moyens, comment nous pouvons troquer pour obtenir des moyens. Mais toutes ces stratégies sont mises en place, sont mises au profit par le canal des différentes initiatives. Nous sommes le GEF qui permet aujourd'hui au gouvernement de mobiliser un peu plus de le GEF, oui. Citez-moi une seule personne qui est en prison grâce au travail de l'IGF. Citez-moi une seule personne. Ceux qui étaient ont été libérés et acquittés. Il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, là, l'IGF fait un travail, oui, c'est vrai, oui, j'apprécie le travail de Linguete. Et puis après, Linguete, son travail s'arrête là où commence la justice. Et lequel fait la justice? Zéro. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui a marqué là à cause de ça. Au contraire, les journalistes sont là. N'est-ce pas? Les journalistes sont en prison, mais tous ceux qui ont détourné, tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont des procès publics suivis par tous les Congolais, des condamnations, et un appel condamné, et puis acquitté. Et puis acquitté, il n'y a rien eu. On peut même se présenter à l'élection présidentielle. Vous avez suivi que Vincent Karega n'est plus en RDC, il est expulsé de la RDC et... Oui, mais il a fallu le temps. Pendant autant de mois pour... il faut toujours du temps pour bien agir. Oui, et pour bien agir. Et Bounagan a toujours occupé ce que j'ai dit pendant 4 mois. Lorsque 1 mètre carré de votre sol est occupé par un pays étranger, c'est votre première mission. Vous avez juré de sécuriser, déployer le moyen nécessaire pour sécuriser ça. Il y a longtemps que non seulement Karega devait être renvoyé, que notre ambassade devait être rappelé, qu'il devait y avoir une interdiction à tous les officiels congolais de rencontrer des officiels rwandais. Mais nous sommes le Congo, on sait ce qu'on réalise que nous sommes le Congo, que nous sommes un grand pays, nous avons besoin d'un leadership fort, mais quand nous disons capable de... C'est dans la théorie. Quelle théorie? Parce qu'aujourd'hui, c'est les Rwandais qui déstabilisent, c'est l'Ouganda qui déstabilise. C'est pour ça. Pourquoi est-ce que le Congo est grand aujourd'hui? C'est pour ça que je dis que comment un pays... La Corée du Nord a 25 millions d'habitants.
Elle a une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. La RDC peut avoir ne fût-ce que 3 millions de militaires. Nous avons une population suffisamment grande, importante. Nous avons des minerais pour troquer contre les armes. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Alors, quelles sont les décisions qui ont été prises? Combien, en 4 ans, combien de commandos on a formés? Combien de parachutistes on a formés? Si on ne le fait pas, alors c'est normal que ça se passe ainsi. Et puis, gardez à l'esprit que Garriga, que le Rwanda, un petit pays minuscule, n'a aucun moyen de nous faire la guerre en réalité. Et que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis. C'est pour ça que ce dame qui vient de parler, moi ça m'a énervé, parce que c'est comme s'ils se moquent de nous. C'est les États-Unis, c'est les multinationales, c'est l'Europe, c'est la France, tout ce monde-là qui est derrière le Rwanda. Alors, à aucun moment, nous prenons pas le courage de dire que ce sont eux. Le chef de l'État dit quoi? Que les Américains, sont les Américains, vive le Mali. Vive le Mali, c'est par cette phrase de M. Corneille Moulumba, l'un des cofondateurs de l'UDPS, qui boucle cette page rétrospective. Et à vous, nous vous disons merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je serai toujours disponible pour vous. Merci beaucoup. Et à vous, téléspectateurs, nous vous renouvelons nos remerciements et merci de plus.